plaisir est pour nous de vous retrouver pour cette édition vespérale sur la nationale. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La situation de la riposte à la Covid-19 après la levée de l'état d'urgence, un des dossiers examinés aujourd'hui à la réunion du Conseil des ministres, réunion présidée par vidéoconférence par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un reportage de Patrick Michel Moukoui. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la 40e réunion du Conseil des ministres du vendredi 24 juillet. 72 heures après la levée par le Président de la République de l'état d'urgence sanitaire, la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 24 juillet s'est encore une fois penchée en priorité sur l'évaluation de la situation de la riposte à la pandémie du coronavirus. Le chef de l'État, qui dans son message du mardi dernier a insisté sur l'observance stricte de mesures non levées et gestes barrières, a voulu en savoir davantage sur l'impact de sa décision sur les processus de riposte. Le ministre de la Santé et le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte ont longuement argumenté sur la question à l'attention des membres du Conseil. Outre le traitement du dossier et entrée à la gestion de la crise de la Covid-19 intervenue après la communication du président de la République, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ainsi que le ministre de la Défense nationale ont informé le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les membres du Conseil de l'état de l'administration du territoire et de la situation sécuritaire dans le pays. À l'image d'une crise sanitaire qui se contient progressivement, l'évaluation hebdomadaire de la gestion du pays s'est une fois de plus tenue par vidéoconférence. Rentrons-nous à l'hémicycle. Le réseau des jeunes parlementaires de l'Assemblée nationale a une nouvelle équipe dirigeante avec à sa tête le député national Ogi Kalonji. Cette équipe a été officiellement installée aujourd'hui par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Des explications avec Sylvie Moembo. En plus d'être parlementaires, ils sont jeunes. Ils ont à participer à l'élaboration des lois pour la marche de la communauté et pourtant, ils n'ont pas toujours l'expertise nécessaire. Le réseau de jeunes parlementaires est la réponse à cette lacune. Par la décision signée par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, lue par le rapporteur Célestin Moussa Kalombo, le député national Ogi Kalonji a été porté à la tête de cette structure. Ce dernier a pris la mesure de la responsabilité à lui confier. Il est temps que la jeunesse comprenne qu'elle n'est pas seulement l'avenir de demain, mais plutôt la force d'aujourd'hui. C'est dans ce sens que lors de son passage en Ituri, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a parlé de la création d'un fonds pour la promotion de la jeunesse congolaise. Je tiens à lui signaler qu'il peut compter sur l'apport du réseau des jeunes parlementaires pour la matérialisation de sa vision pragmatique en faveur de la jeunesse congolaise. Nous plaçons ainsi notre mandat sur l'élan de la réconciliation et de la cohésion nationale en vue de bâtir un pays plus beau qu'avant, loin des clivages ethniques, politiques et j'en passe. D'une manière particulière et exceptionnelle, je remercie et jette les fleurs à l'honorable présidente de notre Chambre, ainsi qu'aux membres du bureau pour leur détermination et engagement à pouvoir accompagner les jeunes dans l'ensemble et d'une manière particulière les jeunes députés de la République démocratique du Congo. La présidente de l'Assemblée nationale qui a présidé la cérémonie a circonscrit le champ d'action du réseau de jeunes parlementaires en faisant un focus sur le rôle crucial que le réseau doit jouer dans les lois spécifiques relatives à l'éducation et à la population juvénile. La 8e édition du séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2021 appartient désormais au passé. Les travaux ont été clôturés hier par le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudouin Mayo. C'est un reportage de Ricky Nzuziloya. L'exercice était plus que laborieux. En 72 heures, les parties prenantes au processus budgétaire de la RDC sont parvenues à dégager les meilleures options en termes d'orientation sur les allocations qui doivent refléter les actes prioritaires du gouvernement, secteur par secteur.
C'était à l'issue du séminaire d'orientation budgétaire exercice 2021 et du cadre budgétaire moyen terme 2021-2023 clôturé ce jeudi par le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Maillot. J'apprécie à juste titre la valeur de l'œuvre grandiose que vous venez de réaliser en enrichissant le cadre budgétaire à moyen terme qui constitue le rapport préalable au budget par lequel le gouvernement de la République a exprimé ses intentions de politique budgétaire et de politique publique à mettre en œuvre au cours de 3 prochaines années pour le bien-être du peuple congolais. Par leur participation active, les organisations de la société civile spécialisées en finances publiques, éducation, santé, agriculture, énergie, infrastructure, ainsi que les mines, recommandent entre autres la prise en compte des secteurs vitaux, les impacts du Covid-19, la réduction des avantages des anciens présidents de la République, la cessation des budgétisations des structures non opérationnelles. La société civile a eu la grâce de faire accepter la méthodologie qui consistait à identifier les actions par rapport au plan national de développement et par rapport au programme d'urgence d'atténuation des impacts de la société civile. Le gouvernement congolais, l'État congolais a fini par comprendre que le développement de la RDC passe par le développement de l'agriculture. Au fait, si à votre information, sachez que la Gécamine et la MIBA sont nés des capitaux tirés des 4 produits de l'agriculture, à savoir le caoutchouc, l'huile de palme, le coton et l'arachide. Par-dessus tout, la 8e session du séminaire d'orientation budgétaire appuyé par la Banque mondiale à travers les projets Profit Congo s'est également engagée à la sensibilisation des citoyens, des fonctionnaires et des associations au civisme fiscal. Rapatriement des ressortissants congolais et chinois, c'est pour bientôt. La RDC et la Chine y travaillent déjà. Cette question était au cœur des échanges entre la ministre d'État aux Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo. Commentaire Gina Wabiwa. Les ressortissants de la République démocratique du Congo bloqués en Chine doivent regagner leur pays. Il en est de même pour les Chinois qui sont en République démocratique du Congo. Les modalités de ces rapatriements conjoints ont été évoquées au cours de cette audience qu'a accordé Marie Toumba-Nzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Xu Jing. Tout naturellement, les deux personnalités ont abordé les sujets liés à la gestion de la Covid-19 entre les deux partenaires, à savoir la Chine et la République démocratique du Congo. Nos deux pays, la Chine et la RDC, il y a beaucoup de projets de coopération, il y a beaucoup de sujets d'intérêt commun. La RDC, c'est un grand pays d'Afrique. On a passé en revue la coopération sino-congolaise dans la lutte contre le Covid-19. On est tous très satisfaits de notre coopération qui ont contribué de façon effective et concrète aux résultats encourageants tenus par le gouvernement et le peuple congolais dans ce combat contre le virus. Nous avons aussi évoqué la situation de nos ressortissants. Le Congolais en Chine, il y a des Congolais qui désirent rentrer, qui sont bloqués en Chine. Il y a aussi des Chinois qui sont bloqués en RDC, qui voudraient rentrer dans leur pays. Donc on est en train de voir quelles sont les solutions, quelles sont les méthodes qui pourront être utilisées. Donc, mais je crois que nous avons déjà formé une équipe conjointe pour travailler ensemble. Je ne pense pas que ça va trop tarder. L'état de la coopération entre Kinshasa et Pékin a été également évoqué. Une nouvelle pour la justice, procès 100 jours, acte 2. Vital Kamerhe et Sami Jamal étaient de retour aujourd'hui devant la justice pour leur procès en appel. Cette audience, qui a été de courte durée, s'est limitée à l'examen de la saisine et a été vite renvoyée au 7 août prochain pour des raisons de procédure. Pour rappel, le président de l'UNC et le Libanais ont été condamnés chacun
au premier degré à 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics, corruption et blanchiment des capitaux. Une importante quantité de cigarettes impropres à la consommation a été saisie au poste de contrôle de Luna. Nous sommes là dans la province de l'Ituri, c'est grâce à la vigilance de l'Office congolais de contrôle. Sa mission lui confiée par l'État congolais, celle de contrôle de qualité et de quantité de tout produit à l'importation et à l'exportation. Et c'est grâce à son laboratoire moderne, l'Office congolais de contrôle, l'agence de Bougnan, vient de saisir une importante quantité de cartons de cigarettes de marque Potman déclarés impropres à la consommation dans la localité de Luna. À la limite, avec le Nord Kivu, ces produits étaient déjà expirés depuis le 20 mai 2020, indique le chef de section de l'OCC Luna, François Adoroti, qui appelle la population de l'Ituri à faire toujours confiance à cet organisme spécialisé. C'est grâce à notre vigilance qu'on a pu intercepter ces produits qui avaient quitté Bunia à destination de Nord Kivu. Il y a eu 220 cartons de cigarettes avec filtre de marque Sportman. On a pu intercepter au niveau de Luna qui partait pour le Nord Kivu. Après examen d'étiquette, nous a renseigné que non, le produit était impropre à la consommation. Il venait de tomber sur une cargaison qui pourra peut-être aller nuire la santé de notre population, que ce soit de Nord Kivu, un partout ailleurs. La population doit faire confiance à l'OCC. Cette action de l'OCC Bougnan est saluée par la population locale qui était exposée à consommer un produit avare. Oui, moi je suis d'accord avec ça, parce que si ça n'allait arriver chez nous en Ituri, ça pourrait tuer beaucoup de gens. Parce que ce qui est mal à consommable, normalement, ça peut tuer beaucoup de gens. Donc, ils ont très bien travaillé. Réitérer, nous, les Ituriens, nous, les Congolais. Oui, j'ai dit à tout le monde, aux contribuables, de dénoncer ces gens-là qui sont en train de cacher. Parce que si ces gens-là sont en train de garder, vraiment, ça va tuer beaucoup de gens. Et même les gens qui connaissaient ces gens-là qui sont en train de cacher, que ces gens-là puissent quand même faire sortir cela. Signalons que cette importante quantité de cigarettes sera incinérée dans un bref délai après harmonisation avec les services impliqués dans ce genre d'opération. Un partenaire de plus pour soutenir la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi dans ses projets d'intérêt social, la Banque africaine de développement compte collaborer avec la première dame de la République dans son souci d'autonomisation de la femme congolaise. Reportage Naïcha Kiala. Oui. Pour la valorisation de la femme, ce combat que mène la première dame de la République ne connaît pas de répit depuis un temps. Au cours d'une séance de travail avec le représentant résident ad intérim de la Banque africaine de développement, Denis Nyakeru Tshisekedi a très largement exposé l'un des projets d'aide et d'encadrement pour l'autonomisation de la femme, dénommé la Maison de la Femme, une structure déjà présente dans quelques provinces du pays. Les deux personnalités ont envisagé une collaboration pour la construction d'au moins une maison de la femme dans chacune des 26 provinces du pays. Autre sujet abordé au cours de ces échanges, la situation du centre féminin Mama Mobutu, l'une des plus grandes références en matière d'encadrement des femmes qu'est connue la République et qui nécessite impérativement une réhabilitation. La présidente de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi a sollicité l'aide financière de la BAD pour remettre à neuf ce centre. Très attentif au plaidoyer de la première dame, le représentant résident de la BAD, M. Donatien Kouassi, a promis de réserver une suite à toutes ces idées qui cadrent avec la vision de son institution financière. De la réhabilitation des écoles à la modernisation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, tout pour améliorer le social des populations en priorité. Les conditions de la femme ont été abordées. Là, je suis venu dans le cadre de projets spécifiques qui touchent que Madame la Première Dame a à cœur. Donc nous allons étudier et apporter notre soutien à ces projets-là. Là, c'est des projets du secteur social. Il y a des projets qui touchent à l'autonomisation des femmes, des projets qui touchent à la réhabilitation de centres de santé. Donc tout cela rentre dans le cadre de nos interventions. Donc nous pouvons les commencer tous deux, il n'y a pas de problème. J'ai donné mon assurance que nous allons y réfléchir sérieusement parce que ça nous intéresse de voir ce que la Fondation peut faire selon ses capacités et si un partenariat peut être fait avec la Banque africaine de développement. Cette séance de travail, une énième de la série, fait montre de la détermination de la première dame de la République à fédérer autour d'elle des synergies d'action dans la droite ligne de sa vision plus forte.
Parlons encore de la femme. Au ministère du Genre, Famille et Enfants, l'heure est à l'évaluation du programme Justice, Autonomisation et Dignité de la femme et fille en République démocratique du Congo. La ministre d'État Béatrice Lomea a réuni les partenaires à ce sujet. Yvette Makoutima nous en dit plus. Avec une enveloppe disponible de 18 millions de dollars américains, le programme Justice, Autonomisation, Dignité de la femme et fille en République démocratique du Congo, financé par le gouvernement canadien, touche 5 provinces, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, Kasaï central et Kinshasa. 3 agences du système des Nations Unies pilotent les 10 programmes. Il s'agit du Fonds des Nations Unies pour le développement PNUD, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et les Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, et ces dernières ont examiné les contours avec la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomea Tilité, par vidéoconférence. Il s'agit notamment d'accélérer les processus d'institutionnalisation des centres intégrés de services multisectoriels qui apparaissent à ce jour comme les mécanismes de réponse aux violences basées sur le genre la plus efficace et durable. Il permet d'accroître la capacité du gouvernement à coordonner la lutte contre les violences basées sur le genre dans sa globalité, tout en renforçant les pouvoirs et la résilience des survivantes et des survivants des violences basées sur le genre, ainsi que les parents de ces derniers. Une évaluation qui coïncide avec le contexte de la crise sanitaire et répond aux problèmes liés aux femmes, à l'impact de la pandémie sur cette catégorie fragile, a souligné la patronne du genre. La mise en œuvre du programme JAD est particulièrement importante car elle est la réponse appropriée de la résilience face aux effets pervers de la COVID-19, car elle contribue justement à la lutte contre les différents types de violences basées sur le genre par la promotion des droits des femmes et l'autonomisation de ces dernières. Béatrice Lomea Tilité s'est dit confiante quant à la suite à l'issue de cette rencontre qui va à coup sûr baliser la voie vers les objectifs poursuivis, la justice, l'autonomisation, la dignité de la femme et de la fille en République démocratique du Congo. Et en santé, le ministre a reçu aujourd'hui le conseiller politique de l'ambassade des États-Unis en RDC sur la lutte contre la maladie à virus Ebola à l'Équateur. Eteni Longondo a par la suite réuni tous les partenaires techniques et financiers intervenant dans la santé de la reproduction. Le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a échangé dans la matinée de ce vendredi 24 juillet 2020 en son cabinet de travail avec le partenaire technique et financier qui interviennent dans la planification de la santé de la reproduction. Après avoir écouté les explications de toutes les parties prenantes, le Dr Eteni Longondo a fait savoir qu'il est déterminé à faire revenir le leadership et à redynamiser le programme national de la santé de la reproduction. Parce qu'il faudrait vraiment qu'on puisse booster ces programmes, Comme vous l'avez constaté ici et vous l'avez confirmé, la mortalité ici est vraiment élevée. Donc le Congo est parmi les pays qui tirent le monde en bas par rapport à la mortalité maternelle. Pour leur part, le partenaire se dit satisfait de l'initiative du patron de la santé des Congolais, Eteni Longondo. L'Excellence a pris cette bonne initiative de réunir tous les partenaires qui interviennent dans ce domaine de santé de la reproduction pour voir dans quelle mesure on peut mettre ensemble les efforts et rendre ce programme très efficace de manière à ce qu'on puisse inverser les taux de mortalité maternelle qui est très élevé en RDC. Comme vous le savez tous, la RDC a un grand défi, c'est celui de la mortalité maternelle qui est très élevé et les programmes de santé de la reproduction et les bras droits du ministère pour pouvoir lutter contre la mortalité maternelle. Bien avant cette réunion, le numéro 1 de la santé a reçu le conseiller politique de l'ambassade des États-Unis, James Hogan, accompagné du directeur du Centre américain de contrôle des maladies. Au centre des échanges, la discussion avec ce centre américain sur sa collaboration avec le gouvernement de la RDC par rapport à la lutte contre Ebola à Mbandaka. Il s'est dénoté que le CDC enverra dans un proche avenir 20 professionnels de santé en Mbandaka pour appuyer cette lutte. Un centre d'isolement pour la prise en charge des cas de coronavirus non sévères est opérationnel à Kinshasa avec une capacité de 100 lits. Ce centre a été inauguré le jeudi dernier. Reportage à Nimbalaka.
Kinshasa a désormais un centre d'isolement des cas non sévères de coronavirus. Ce centre peut accueillir jusqu'à 300 malades. Le jeudi 23 juillet 2020, l'Organisation internationale pour les migrations a présenté dans un premier temps 100 lits, des latrines, une salle de réunion, un laboratoire ainsi que des équipements requis pour la sécurité devant les personnels médicaux affectés pour la prise en charge des malades, plusieurs invités et partenaires. Le docteur Mouyembe, coordonnateur de la riposte de Covid-19 en République démocratique du Congo, remercie l'OIM pour cette initiative. Nous savons quand cette pandémie a commencé dans notre pays, mais nous ne savons pas encore quand ça va finir. Que ce qui est le plus important pour nous, c'est de rendre service, c'est de sauver les vies. Et nous remercions l'OM d'abord pour avoir pris donc cette initiative et nous remercions également les partenaires financiers. Le responsable du programme de santé migratoire de l'OIM, Théonès Genza, précise que ce site dispose d'une cantine, des services de blanchisserie et comprend une zone de loisirs et tous ces services sont gratuits. Signalons que ce centre est le fruit d'un partenariat entre l'OIM et le gouvernement à travers le ministère de la Santé, matérialisé grâce à l'appui financier des gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et du Canada. La prise en charge des femmes enceintes, parlons-en surtout pendant la période de crise sanitaire. Comment sont-elles suivies dans le respect strict des mesures barrières? Constance Mananga nous en fait le point. Près de 60 maternités ont été équipées pour la prévention et contrôle de l'infection dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Parmi ces maternités, celle de l'hôpital général provincial des références de Kinshasa. Des équipements qui apportent un plus dans la prise en charge. L'équipe de la télévision nationale a été conviée à suivre chaque étape de la prise en charge sanitaire. De l'accueil au prélèvement des signes vitaux par un outil sanitaire dénommé Soniké qui constate les battements des cœurs de l'enfant dans les seins de sa mère. Les plateaux techniques répondent aux normes et contextes sanitaires actuels. Merci à l'INFPA pour nous doter des matériels qu'on manquait. Mais avec la formation et les matériels, vraiment, pour le moment, nous sommes capables, surtout, même devant qui est suspect ou qui est porteuse du coronavirus, donc nous la prenons en charge correctement. Nous sommes là bien protégés. Nous recevons aussi tous les cas, surtout ici à l'hôpital général provincial des références de Kinshasa. Ces sages-femmes et les staffs des maternités ont été dotés des matériels de protection afin de leur permettre d'appliquer les mesures de prévention et de contrôle des infections contre la COVID-19 pour se protéger la femme enceinte, les nouveau-nés et bien entendu les collègues travaillant à la maternité. Connaissances bien captées et appliquées ici à la maternité de Mamayemo, malgré les conditions des infrastructures qui laissent à désirer. Nous avons été instruites sur les mesures barrières. Ces équipements, dont du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et ses partenaires, symbolisent un premier pas dans l'amélioration de la prise en charge qui reste tout de même difficile, malgré les dévouements observés dans les chefs du personnel soignant qui exercent au-delà des limites à cause des moyens réduits. Mobiliser les fonds nécessaires et apporter un appui sanitaire, social et économique aux formations médicales pour lutter contre le coronavirus. Telle est la mission assignée au Fonds national de solidarité contre le coronavirus. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'il faut inscrire la visite d'une délégation de cette structure dans quelques hôpitaux de la capitale. En vue de soutenir les différentes formations médicales qui prennent en charge les patients de la COVID-19 en République démocratique du Congo, une délégation des membres du Fonds national de solidarité contre le coronavirus a effectué une visite dans quelques hôpitaux, question de connaître le besoin en matière de prise en charge de ces patients qui sont
Covid positifs et leurs résultats obtenus. Le Covid, c'est une pathologie qui est orpheline, c'est-à-dire à ce jour, il n'existe pas un programme spécifique qui finance des institutions pour prendre en charge ce genre de pathologie. Ce qui veut dire que leur arrivée ici et leurs propositions qu'ils nous ont faites ne peuvent être que les bienvenues et seront l'objet d'un grand soulagement pour notre formation médicale qui reçoit déjà des cas et qui rencontre beaucoup de défis. Pour sa part, l'une des membres de la délégation souscrit les bien-fondés de cette visite. Le fonds est un organe d'appui. Nous savons que les besoins sont importants dans chaque centre par rapport à la prise en charge des malades. Nous apportons notre appui et nous devons continuer à mobiliser par rapport aux priorités qui nous seront exprimées par les différents centres. Il s'y est de noter que 3 formations médicales dans la ville province de Kinshasa, à savoir l'hôpital chino-congolaise, l'hôpital de Kinkole et ACJ Hospital ont bénéficié de la présence de la délégation conduite par le membre du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, une plateforme coordonnée par le révérend Dominique Moukania. Le cadre des parlementaires pour le développement s'intéresse à la gestion du secteur minier. Cette structure des élus du peuple a fait appel au ministre des Mines, Willy Kitobo, pour en savoir un peu plus. C'est un reportage de Cédric Kenina. Le club de parlementaires congolais pour le développement s'intéresse de près à la gestion du secteur minier. D'où cette invitation adressée au ministre des Mines, Willy Kitobo, pour éclairer la lanterne des élus regroupés au sein de cette structure. Scandale géologique, tout le monde en parle. Mais comment booster l'économie et diversifier celle-ci? L'élu de Sakania, Serge Chembo Kondé, évoque ici les cas de sa circonscription électorale. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des investisseurs sérieux capables de venir à Sakania, donner de l'emploi à la jeunesse, mais ils ne peuvent pas trouver des carrés miniers parce que tout est confisqué par un politicien, soit des pseudo-miniers. Et nous avons aussi parlé des redevances minières. Comme vous le savez, dans le territoire, nous recevons 15% des redevances minières. Et de ces 15%, il y a 80% qui sont destinés au développement communautaire. Et nous avons demandé au ministre de nous dire le quid de ces 80%, de nos 15% des redevances minières qui sont allouées au territoire de Sakania. Les élus se sont fait évidemment une idée sur la cartographie exacte du domaine minier, ses atouts et faiblesses. Projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Les députés nationaux élus du Lualaba ont été sensibilisés à ce sujet au cours d'un atelier. Les détails avec Lisette Mouchingamutombo. Cet atelier a offert l'opportunité aux députés nationaux élus de la province des Lualaba d'être sensibilisés sur le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Ces activités vont nous aider à commencer déjà avec la préparation des terrains agricoles et l'identification des enfants dans ces mines. Et les honorables députés nous ont rassurés de leur participation. Déjà, ils seront en vacances parlementaires. Ça sera une occasion encore pour qu'ils soient avec nous vraiment dans les sites miniers pour aller déjà commencer l'identification des enfants et même l'identification des écoles qui vont recevoir ces enfants et des centres de santé qui vont recevoir ces enfants. L'objectif, c'est 0 enfants dans les mines de cobalt suivi de leur insertion scolaire, alimentaire, soins de santé, même l'état civil, a martelé Philippe Ngwala, coordonnateur de la cellule présidentielle d'appui au programme d'urgence de développement communautaire. Le Fonds national des promotions et des services sociaux est mobilisé pour la consolidation de la solidarité, de l'équité et du travail pour qu'aucun Congolais ne rate les trains de l'émergence. Le caucus des députés nationaux du Lualaba était intéressé par le projet qui cherche à faire sortir les enfants des mines à cobalt au niveau des provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Dire qu'il y a un fonds de l'ordre de 86 millions de dollars qui est disponible, mis à disposition par la Banque africaine du développement. Nous avons insisté pour que ce fonds puisse servir assez rapidement afin que tous les projets qui ont été prévus à cet effet
puisse se réaliser. Notons que les fonds assurent la mobilisation et la gestion des financements destinés à l'action sociale et humanitaire de l'État, garantit les relèvements sociaux des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses ainsi que leur accès aux services sociaux des bases. Un communiqué avant de poursuivre ce journal, la Société nationale d'électricité SA présente à son aimable clientèle ses excuses pour le désagrément constaté par certains clients basse tension sur la facturation post-paid pour la période de mars à juin 2020. Cette situation fait suite au dysfonctionnement de progression informatique des consommations mensuelles dues au manque de prélèvement des index pendant la période de gratuité décrétée par le gouvernement. La SNEL rassure sa clientèle concernée par ce désagrément que toutes les dispositions sont prises au niveau de chaque centre de vente et services CVS de SNEL pour la régularisation de tous les cas. SNEL est à votre service, c'est signé directeur général Jean Bosco Kayombo Kayan. Les conditions de détention restent préoccupantes en République démocratique du Congo et la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, l'a relevé dans son rapport semestriel publié sur la situation des droits de l'homme dans les lieux de détention. Reportage Cédric Enina. Un rapport semestriel des visites de prisons et autres lieux de détention qui fait mention de plusieurs violations de droits de l'homme dont seraient victimes les détenus préventifs et certains prisonniers. Selon le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mwamba Mushikonke, les visites effectuées sur le terrain l'ont été dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre le recours excessif à la détention préventive et concernent 6 provinces, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, les Kasaï centrales, les Kasaï orientales, la Chopo et Kinshasa. Nous avons formulé plusieurs recommandations, d'abord au président de la République pour qu'il nomme les nouveaux magistrats. Parce qu'il y a carence des magistrats à l'intérieur. Et pour encourager la vision, bien sûr, du chef de l'État par rapport à l'instauration de l'État des droits, nous avons l'obligation, en tant qu'institution conseillère de l'État congolais en matière des droits de l'homme, dire au chef de l'État, au gouvernement, aux cours et tribunaux, sans oublier bien sûr le Parlement, de tenir compte de nos recommandations pour qu'en fait qu'on puisse améliorer la situation des droits de l'homme. Une fois nos recommandations sont réalisées, vous verrez que nous allons entrer progressivement dans l'instauration de l'état des droits. La Commission nationale des droits de l'homme plaide pour de moins en moins que l'on procède au recours excessif à la détention préventive, comme quoi la liberté est la règle, détention serait une exception. Ainsi s'achève cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à la nationale. Continuons à observer les mesures barrières partout et en tout temps. L'actualité continue sur la RTNC. À 22h, retrouvez Joël Lungenza pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end de partout où vous nous suivez. Au revoir.